Bonjour Edwin, vous êtes expert en macroéconomie. On est là donc pour avoir quelques précisions sur ces fameux plans Juncker. Alors, c'est quoi son objectif ? Bonjour Olga, l'objectif est assez simple, c'est d'initier 315 milliards d'investissements sur l'ensemble de l'Union européenne, des 28 pays, et donc d'essayer de relancer l'investissement qui était en panne après la crise de 2008, en gros moins 15% par an, et donc l'investissement c'est à la base de l'emploi, c'est la base de la croissance, la base de la création de richesses. Et on peut dire que c'est un succès puisque aujourd'hui, à peu près 270 milliards, donc les 3/4 d'objectifs sont atteints, ce plan va donc être prolongé jusque 2020 avec un objectif final de 500 milliards et donc des sommes tout à fait conséquentes. Le plan Juncker, ça s'adresse à qui ? Globalement, il y a deux grandes cibles. Les infrastructures publiques, plutôt traditionnellement financées par la BEI, donc c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais tout de même, dans les infrastructures publiques, c'est plus orienté vers les nouvelles technologies, notamment beaucoup de projets de haut débit au niveau d'Internet. Essayer de désenclaver ce qu'on a appelé un peu la fracture numérique. Et puis, ce qui est plus nouveau, c'est vraiment des projets d'entreprises privées risqués. En gros, les projets les plus prometteurs et les plus risqués. C'est ça l'idée. Alors, derrière ces projets, il y a tout de même un certain nombre de critères. Il faut qu'ils soient viables techniquement. Ce n'est pas de l'argent qui est mis à fond perdu. Pas du tout. Il faut qu'ils soient viables. Simplement, ce sont des projets qui sont trop risqués pour que des intervenants privés osent prendre ou acceptent de prendre le risque, surtout après la crise de 2008 où ils ont été assez refroidis. Et donc les thématiques sont assez précises, ça tourne autour de la recherche et développement, de l'innovation, également autour de l'énergie, soit économie d'énergie, soit énergie propre, également des pollutions de sites pour pouvoir relancer des activités économiques dans des sites qui sont abîmés. Et puis aujourd'hui, on y trouve beaucoup de choses liées autour de la COP21, de l'accord de Paris, c'est-à-dire ces objectifs écologiques. Quelle est la mécanique du plan Juncker ? Comment ça marche ? Alors il y a essentiellement deux mécanismes, effet de levier et multiplicateur. C'est le premier, sans doute le plus important, l'effet de levier. Alors c'est quoi l'effet de levier ? C'est qu'avec 1 euro d'argent public au départ, on va in fine déclencher 5 euros d'investissement, donc on rajoute 4 euros qui viennent essentiellement de la sphère privée. Donc ce n'est pas que de l'argent public, c'est même majoritairement de l'argent privé. Mais pour déclencher ces 4 euros, il faut tout un mécanisme, c'est ça l'effet de levier. Alors d'où ils viennent cet argent ? Au départ, 16 milliards qui sont pris sur le budget de l'Union européenne, plus 5 milliards qui sont pris à la Banque européenne d'investissement. Ça fait 21 milliards, donc relativement peu d'argent public initial. Mais ces 21 milliards permettent d'émettre de la dette, de BEI, qui est de la dette publique, qui est une très bonne dette, extrêmement bien cotée sur le marché, qui vont émettre de la dette pour à peu près 42 milliards. Ce qui va amener une capacité de financement public d'à peu près 63 milliards. Et ces 63 milliards ne vont pas être prêtés directement, ce n'est pas des cadeaux aux entreprises. Ils vont essentiellement servir de fonds de garantie pour que des banques privées, que des fonds d'investissement, que des entreprises elles-mêmes, des PME, avec leur argent, complètent et ça déclenche le processus de l'investissement. Et ces fonds privés, c'est à peu près 270 milliards, d'où la somme totale des 315 milliards atteints. Alors au début, ça a fait un petit peu peur, on s'est dit mais comment ils vont avoir un effet de levier aussi fort, surtout que la BEI n'a jamais des effets de levier aussi forts, c'est un peu nouveau. Il semble, après 2 ans, qu'ils aient réussi, puisqu'on est à peu près à 270 milliards, donc on est en train de le déclencher. Donc voilà l'effet de levier. Le deuxième effet, c'est l'effet multiplicateur. Une fois que vous investissez, c'est pas simplement de l'argent qui serait donné, une relance de la demande, on améliore les revenus. Non, cet argent, certes, permet des emplois, permet une amélioration de la demande, permet des investissements, donc ça relance la croissance, mais comme ils sont d'avenir et que sont les investissements, ils permettent d'améliorer l'offre aussi. Donc c'est à la fois une politique de l'offre qui permet d'améliorer la production future. Et comme ils sont ciblés sur les secteurs à gros potentiel d'avenir, notamment tout ce qui tourne sur finalement ce qui sera la croissance de demain, ils ont un effet multiplicateur très fort puisque ces PME, c'est la richesse de demain. Et tous les économistes qui travaillent là-dessus voient que ce sont les secteurs où on a le plus fort impact sur la croissance. Et une croissance qui, normalement, est relativement durable puisqu'elle n'est pas extrêmement consommatrice de produits fossiles ou énergivores. Donc c'est plutôt des choses qui, au contraire, permettent de respecter les objectifs écologiques. Quels sont les pays bénéficiaires du plan Juncker ?
En valeur absolue, donc en somme, c'est l'Italie qui est le premier bénéficiaire devant la France. Donc la France est très très bien placée. Si on prend en valeur relative, c'est-à-dire par habitant, combien on a donné par habitant, parce qu'il y a des petits pays, on va trouver la Grèce en premier, les pays baltes, l'Espagne, la Bulgarie, le Portugal, donc des pays qui ont globalement beaucoup souffert de la crise de 2008, donc une assez grande efficacité. Si on revient à la France a accompagné le projet. Donc des pays l'ont mieux accompagné que d'autres. La Banque publique d'investissement, qui est un peu l'équivalent en France, a aidé beaucoup de PME et a aidé ces PME à accéder à ce plan Juncker. Et la Caisse de dépôt et consignation a fait de même pour ce qui est infrastructure publique. Globalement, la France a mis 8 milliards en plus par rapport à ce qui était ou pouvait être apporté par le plan Juncker. Donc ce double fonctionnement a effectivement eu une bonne synergie, d'autant que si on prend la Banque publique d'investissement, elle est présente dans 28 lieux en France, donc très décentralisée, ce qui permet d'irriguer relativement bien l'ensemble du pays. Ma dernière question, le plan Juncker est-il emblématique de l'Europe? Depuis 1957, on l'avait vu avec la Banque européenne d'investissement, l'idée de l'investissement, du développement de l'Europe est dans les gènes. Donc c'est assez traditionnel. Ce qui est vraiment nouveau avec le plan Juncker, c'est cette orientation vers les investissements risqués, innovateurs de demain, et notamment la montée, je dirais, du niveau de risque pris dans les investissements. Et deuxième originalité, le fait d'être beaucoup plus orienté vers les PME et les entreprises. Ça, c'est tout à fait nouveau. On était à plus de 50% de financement vers des infrastructures publiques en 2014. On est aujourd'hui à moins de 30%. Les petites entreprises sont passées de moins de 15% à plus de 35%. Donc, il y a vraiment eu un changement. Aussi, l'effet de levier dont on a parlé. La BEI était considérée comme une institution peu preneuse de risques, qui faisait plutôt de l'investissement d'infrastructures publiques sans risque. Là, il y a vraiment une orientation vers le risque. Or, c'est là où l'autorité publique est utile, parce que c'est avec de l'argent public qu'on peut garantir ce risque et déclencher l'initiative privée qui, évidemment, a souvent peur du risque. Et donc, il y a un effet très très puissant là. On peut même espérer que le plan Juncker, qui est géré par la BEI, finalement contamine, mais au bon sens du terme, la BEI qui prendra finalement cette habitude de travailler avec des entreprises privées, avec des entreprises plus petites. On a déjà vu le niveau moyen médian des investissements qui a été divisé par 2 en 3 ans. Donc ils acceptent de financer des projets beaucoup plus petits, ce qui évidemment va dans le sens du développement, on le sait aujourd'hui, notamment des startups qui ont besoin souvent à la création d'argent public pour pouvoir passer à l'étape supplémentaire. Donc, c'est nouveau, c'est un succès pour moi, c'est un succès. Le fait qu'on le prolonge en 2020 est une très bonne nouvelle et ça fera l'Europe de demain, c'est vraiment notre quotidien. Donc cette création d'emplois, 830 000 emplois, c'est quand même ce qui fera aussi que la population européenne se retrouvera dans cette Union européenne et verra que finalement c'est bien son quotidien qui bouge. Donc si on y ajoute l'idée qu'aujourd'hui la contrainte écologique est devenue vraiment au cœur des choix d'investissement, on n'est pas dans une logique un peu à l'ancienne, productiviste, où c'était juste produire pour produire, on essaye de mieux produire. Pour moi, c'est nouveau et j'espère que c'est emblématique peut-être de l'Europe de demain.